Bonjour, mademoiselle Élisa Choyer-Chaudin, c'est un peu compliqué. Choyer-Chaudin. Voilà. Donc, vous avez fait Sciences Po, vous êtes en cours de Sciences Po, vous êtes étudiante, et il se trouve que vous vous intéressez à notre sujet de l'après-midi, les paradigmes. Et même, vous vous intéressez tellement à la question des paradigmes de l'épistémologie, pour être plus précis, que vous avez fait le déplacement de la capitale qui rayonne sur l'ensemble de la France à cet endroit un peu perdu qu'est Lille, il faut bien le dire. Donc, qu'est-ce qui vous amène et pourquoi cet intérêt en tant qu'étudiant de Sciences Po pour l'épistémologie? Est-ce que c'est commun? Est-ce que vous êtes un peu isolé? Alors, mon intérêt pour les paradigmes et l'épistémologie est venu un peu de nulle part, parce que c'est vrai que je n'ai pas vraiment eu l'occasion d'être mise en relation avec cette notion lors de mes études. C'est en étudiant à l'étranger aussi, notamment en Angleterre, que j'ai entendu parler de ces notions-là. Et en fait, il est né un peu d'un étonnement personnel, qui était tout d'abord de me dire, de constater à quel point nos enseignements à l'université et même dès les plus jeunes classes étaient fragmentés dans nos domaines d'éducation. Mais aussi, non seulement les enseignements, mais cette fragmentation des enseignements, mais la binarité et la disjonction de nos systèmes de vie, que ce soit dans cette constante opposition que nous avons entre la pensée et l'action, entre le sujet et l'objet, entre le rationalisme et le constructivisme, entre la société civile et les institutions, le secteur public et le secteur privé. Voilà, je me suis retrouvée face à toutes ces oppositions et je me suis demandé comment faire sens. D'autres oppositions qui m'interpellaient beaucoup étaient l'opposition d'échelle entre le local et le global. On parle beaucoup de système, de pensée systémique et comment faire sens dans ce système qui paraît parfois un peu sans dessus-dessous. Le haut et le bas, en plus. Voilà. L'horizontalité, la verticalité, ne serait-ce que même dans toutes... La droite et la gauche. Voilà. Même dans toutes les nouvelles techniques de management, etc., on essaye d'apporter un peu de rondeur, de circularité. Et une autre opposition aussi qui m'interpellait beaucoup, c'était entre le monde rationnel, disons, et le monde du créatif et du sensible. Ah oui. Et comment relier notre regard prosaïque et notre regard poétique, si je peux réemprunter les termes de Jean Onimus. Et donc, découlant de ça aussi, peut-être ça a généré une interrogation un peu plus métaphysique, disons, sur un sentiment de perte de sens et un peu d'absurdité du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui et qui, je pense, est partagé par beaucoup de personnes. Et de trouver, de s'interroger sur des mécanismes de reliance et pour recréer du tissu et réinsuffler du sens. Et donc, pour revenir à la question des paradigmes, cette question-là permet justement de revenir aux racines du système et de réinterroger ces piliers, ce terreau initial pour se décentrer, justement. Je pense que la question des paradigmes, c'est une occasion une opportunité de décentrement et de réflexion autocritique qui aussi permet d'apporter, de revaloriser des notions d'humilité intellectuelle, d'altérité, de rapport à l'autre, de tolérance et qui, je pense, aujourd'hui sont au cœur de beaucoup de problématiques qui se posent dans l'actualité. Et voilà, en partant d'une réflexion très théorique et métaphysique, la question des paradigmes, on en arrive à des questions philosophiques et en fait très concrètes, politiques. très pragmatiques en fait, Ouais. par rapport à l'autre. Et alors, est-ce que vous avez créé une tribu de paradigmatiques students à Sciences Po? C'est une bonne question, pas vraiment à vrai dire. Ou est-ce que ça vous a projeté dans une solitude, au contraire? Dans un premier temps, dans une grande solitude. Oui, c'est ça. Ouais, Ça, c'est intéressant parce que
c'est une chose qui est souvent partagée par les personnes qui s'intéressent, qui passent en méta. C'est qu'à un moment donné, on sort un peu des cadres. du cadre classique. Plutôt une solitude, et en fait, c'est par d'autres biais que j'ai pu aborder ces questions-là. Bien sûr par la lecture, mais aussi par le réseau associatif, des personnes aussi d'autres générations que les miennes, d'autres milieux que les miens, du milieu par exemple notamment artistique, mais aussi scientifique, par mon expérience personnelle également. Et voilà, c'est en faisant des rapiessages et en tissant du lien justement que... Alors là, vous êtes en master, vous avez la possibilité de faire... un mémoire et vous voudriez faire votre mémoire sur ce sujet. C'est sidérant. Alors oui, le sujet du mémoire reste à déterminer, mais j'aimerais beaucoup travailler sur ces questions-là, et notamment en lien aussi avec les questions de prospective, donc ce qui est exactement le sujet de cet entretien, et d'épistémologie du futur, question que vous avez abordée dans d'autres vidéos, et travailler voilà, sur la création des imaginaires, et comment ces imaginaires, ces paradigmes et ces dispositions de pensée et d'action sont à la fois nécessaires pour penser le futur, et de toute façon, ça pose à nous. Je pense que c'est vraiment un impératif universel. Alors là, il y a une question qui me brûle la langue, qui est la question qu'on a un peu évoquée pendant le déjeuner, c'est est-ce que vous partagez cette utopie que tout le monde devienne, en quelque sorte, créateur de son propre paradigme, ce qui ferait un monde un peu échevelé, parce que ça partirait un peu dans tous les sens? Ou est-ce que vous croyez que c'est réservé à quelques poètes? Je pense que, si je peux répondre par une pirouette, que tout le monde, effectivement, peut être poète, mais que tout le monde ne peut pas penser en termes de paradigme nécessairement, au sens de produire des paradigmes. Et je pense que ça n'est pas le but. Je pense que le but, c'est de développer la conscientisation en fait, de ces concepts-là pour développer les capacités de l'humain en fait, à effectivement prendre le pouvoir un peu sur sa vie et sur son orientation. Mais ça ne veut pas dire retomber dans un paradigme individualiste et individualisant, mais que dans cette structure de pensée-là, il y a de la place pour le collectif, la collectivité, la société. Et je pense que c'est bien là l'enjeu des sociétés humaines et aussi des défis qui se posent à nous au XXIe siècle, c'est de réussir à recréer un sentiment de collectivité et de vivre ensemble au sens propre du terme. Oui, là on est complètement à la croisée des chemins entre le processus d'individuation, non pas d'individualisme, mais d'individuation, que Mounier avait bien développé avec le personnalisme, enfin toute la personne, la pleine expression de son potentiel personnel, mais en lien avec les autres. Et d'ailleurs, c'est très dialectique, parce que en fait, c'est les autres qui vous révèlent, et c'est nous qui révélons aussi les autres par notre capacité à les entendre. Exactement. Et on en revient à l'échelle de l'individu, qui est à la fois individu à soi, l'être à soi, mais aussi l'être à l'autre, et l'être au sein d'une société. Voilà. Merci, vaste programme. Merci à nous d'avancer politiquement et consciemment dans ce nouveau paradigme. Merci beaucoup. Merci.